Bonjour à tous, parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe de Tours, Centre d'information Europe Direct. Je reçois aujourd'hui Pierre-Yves Monjal, qui est professeur de droit public à l'Université de Tours. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Merci d'être revenu une nouvelle fois. Alors vous êtes un spécialiste du droit européen, du droit de l'Union européenne, pardon. Et aujourd'hui nous avons décidé de parler des politiques européennes. C'est un mot qui traîne partout, qu'on entend très souvent. Et finalement, derrière ce mot se cachent des nébuleuses de choses qui ne sont pas toujours très claires. Donc on va essayer de clarifier un peu tout ça. Et la clarification va peut-être commencer déjà par donner un sens au mot politiques européennes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est une bonne question et il faut effectivement commencer par définir cette expression. D'abord sur un plan juridique, sans sortir ma carte de juriste ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le terme politique européenne est clairement employé dans les textes européens, notamment dans ce qu'on appelle le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et nous avons deux parties dans le traité qui sont précisément intitulées les politiques et actions interne de l'Union, je vais y revenir, et puis une autre partie qui est consacrée aux politiques et actions externes de l'Union européenne. Alors, étymologiquement, mais on le sait bien, la politique ou police, politis, c'est la vie de la cité. Dans le cadre européen, on pourrait tout simplement dire que les politiques européennes, c'est l'ensemble des actions mises en œuvre par les institutions et les États permettant à cette union de vivre, d'entreprendre des actions dont on pense qu'elles permettront de réaliser les objectifs économiques, pacifistes, sociaux, entre autres, de l'Union européenne. C'est ça les politiques de l'Union européenne. Alors est-ce qu'on peut les classer ? Parce que c'est un énorme panorama, il y en a beaucoup, une trentaine je crois. C'est ça. Donc une trentaine, mais on peut les classer, comment on peut les aborder, ce panorama des politiques européennes ? Alors, on peut le classer, effectivement. Donc, en effet, le panorama est très vaste, vous l'avez dit. On peut répertorier, je crois, sans trop de difficulté, même précisément, une trentaine, voire même très précisément 30 politiques de l'Union européenne. Alors, il y a une première classification qui est très simple, qui consiste à opérer une distinction, prévue par les textes d'ailleurs, entre ce qu'on appelle les politiques internes, c'est-à-dire l'ensemble des décisions qui vont être prises à Bruxelles, pour le dire très vite, et qui vont concerner les 28 États membres de l'Union européenne. Il y en a 24, je vais y revenir dans un instant. Et puis il y a les politiques externes de l'Union européenne. L'Union européenne, ça n'a échappé à personne, entretient des relations diplomatiques, économiques, avec le reste du monde, bien entendu. Donc évidemment, ces politiques, c'est quoi ? C'est l'ensemble des relations qu'établit l'Union européenne avec ses différents partenaires économiques, politiques, stratégiques de la planète. C'est donc une première classification. Bon. Il y a une deuxième classification qui est également intéressante à opérer, qui consiste à distinguer les politiques qui relèvent strictement de l'Union européenne parce qu'elle est, je dirais, compétente pour mettre en œuvre ces politiques. D'ailleurs, en droit, on parle plus volontiers de compétences au passage, mais retenons ici le terme politique. Donc, qui sont des politiques intégrées et, je dirais, élaborées à Bruxelles par l'Union européenne. Et nous avons les politiques de type qu'on qualifie intergouvernementale, c'est-à-dire qui ne relève que de la compétence des États, même si on utilise, on peut le dire ainsi, les institutions de Bruxelles. Je pense par exemple à la politique étrangère de sécurité et de sécurité commune, la politique européenne de défense, même si elle reste embryonnaire, qui sont des politiques intergouvernementale. C'est une deuxième clé d'entrée. Et puis il y a une troisième clé, alors là qui est peut-être davantage juridique, qui consiste à opérer une distinction entre les politiques qui sont exclusivement réservées à l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les compétences exclusives, la monnaie unique par exemple, la politique commerciale commune, deux exemples que je donne ici, l'euro, je l'ai dit, et puis des politiques qui sont partagées avec les États. Et on parle d'ailleurs de compétences partagées, c'est-à-dire qui permettent à l'Union européenne et aux États de mettre en œuvre ces politiques. Tous les mercredis à 21h, un prêtre vous répond sur RCF. Vous avez une question sur la foi, sur Dieu, sur votre vie,
sur l'Église ou un événement religieux, posez-la dès le début de l'émission au 04 72 38 20 23 ou écrivez-la par mail à unprêtre-vous-répond@rcf.fr. Un prêtre vous répond tous les mercredis soirs à 21h. RCF à Chinon, 103.8. Parlons d'Europe, nous revenons aux politiques européennes avec Pierre-Yves Monjal. Donc on vient de voir un petit tableau d'ensemble de ces politiques. Je résume pour ceux qui prendraient l'émission en marche. Donc 24 compétences internes, 6 externes et à l'intérieur de ce tableau, évidemment, des compétences qui sont soit strictement européennes, intégrées parce que nous avons trouvé que c'était plus simple finalement de laisser l'Europe travailler, notamment la gestion de l'euro par exemple. Les compétences interétatiques, intergouvernementales et puis les compétences partagées. Alors on va peut-être revenir sur ce panorama et puis peut-être fournir quelques exemples précis, si vous voulez bien, pour que tout le monde ait des idées bien claires là-dessus. Voilà. Alors, concernant le panorama que je vais établir assez rapidement, mais donner quelques exemples précis, ce panorama est quand même trompeur, il faut bien comprendre ça. Parce que vous allez le voir à la lecture ou à l'énoncé des différentes politiques, on a le sentiment qu'il ne reste plus rien aux États. Bon. Alors, c'est trompeur parce qu'en réalité, je l'ai évoqué à l'instant, beaucoup des politiques que je vais évoquer dans un instant sont en fait conjointement soit élaborées ou partagées entre les États et l'Union européenne. Alors, les grandes politiques que l'on peut citer, à commencer, c'est le marché intérieur, qui se décompose avec la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. C'est une très grande politique. Il y a l'agriculture, qui est une politique européenne. Il y a l'espace, ce qu'on appelle l'espace de liberté, de sécurité et de justice. C'est tout ce qui concerne, et on en a vraiment besoin en ce moment, la coopération judiciaire en matière pénale, la coopération judiciaire en matière civile. Nous avons la politique européenne des transports, qui constitue des enjeux très importants, et les transports dans toutes ses déclinaisons, ferroviaires, fluviales, routiers, aériens. Nous avons également les règles de concurrence qui sont communes, la politique économique et monétaire, la politique sociale. Dois-je continuer? Mais on peut encore parler de la culture, de la santé publique, de la cohésion économique, sociale et territoriale, et l'environnement. Bon, j'en ai cité que quelques-unes, mais on le voit, le panorama est quand même très très large concernant ce qu'on appelle les politiques internes. Quand on entend le panorama, effectivement, on a l'impression que on pourrait tout passer en vue, que tout est là. En même temps, plutôt que d'affoler les gens avec ça, c'est plutôt assez rassurant de voir que finalement l'Europe n'a pas oublié de s'intéresser à un pan important de la vie de ces 500 millions de concitoyens. Alors oui, effectivement, et c'est ce qui justement singularise l'Union européenne au regard des autres organisations intergouvernementales. L'Union européenne, au regard de ses compétences, au regard de ses politiques, est quand même tout à fait spécifique. Et bien entendu que ces politiques s'adressent d'abord et avant tout aux citoyens de l'Union européenne. Mais derrière cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les compétences ou toutes les politiques que je viens d'évoquer rapidement, originairement sont des compétences étatiques. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque les 28 États membres rédigent les traités et définissent les compétences de l'Union européenne, ce sont eux qui souverainement affectent ces compétences, transfèrent ces compétences à l'Union européenne en estimant que ces politiques sont d'intérêt commun. Donc on en revient toujours à la même chose. L'Union européenne, pourquoi? Parce que les États l'ont souhaité ainsi. Alors ça, c'est un point très important pour comprendre que l'Union européenne n'est pas détachable de ses États. Et il faut ajouter tout de même, en même temps, que les politiques en question sont plus ou moins, je dirais, couvertes ou élaborées par Bruxelles. Si on prend l'agriculture, alors j'ai employé un pourcentage qui n'a pas beaucoup de sens, mais je dirais que 95% du secteur agricole, c'est Bruxelles. Mais il faut revenir à l'émission sur le processus décisionnel, que quand on dit Bruxelles, c'est aussi les États, il ne faut pas l'oublier. Bon. Quand on prend l'environnement, alors je dis pas n'importe quoi, mais peut-être que c'est 50% de ce que recouvrent toutes les problématiques environnementales qui sont couvertes à Bruxelles. D'autres secteurs, comme la culture, comme la santé publique, là en revanche, c'est beaucoup plus marginal. L'action de l'Union européenne est plutôt une action dite d'appui. Donc,
la simple énonciation, si vous voulez, des politiques ne peut pas permettre de tirer la conséquence que l'Union européenne s'est totalement substituée aux États. Cette affirmation, je crois, est doublement inexacte. Premièrement, parce que d'abord, c'est un choix étatique d'attribuer ces compétences, et d'autre part, le degré d'intervention de l'Union européenne dans ces politiques est variable et toujours soumis à l'acceptation in fine de nos gouvernements et de nos ministres. Alors, merci beaucoup de ce tour d'horizon. Il nous reste 1 minute et je me posais la question, en vous écoutant, les 3 grandes politiques régaliennes qui, normalement, devraient être celles des États et donc de l'Union européenne, que sont la défense, la justice et l'éducation, sont pas tout à fait bien prises en compte. Elles ne sont pas prises en compte, précisément parce que ce sont des politiques régaliennes qui ont à voir avec la souveraineté des États. L'Union européenne n'est pas une entité souveraine. Ce sont les États qui sont souverains. Et si on reprend les 3 politiques en question, en matière d'éducation, cela relève des États. En matière de défense, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est les États. Ce sont les États, dans une logique intergouvernementale de coopération. Concernant la justice, ce sont aussi les États. Alors, il est vrai, avec des mécanismes de coopération sur des points très particuliers, mais notre justice pénale, notre droit pénal n'est absolument pas produit ou généré par les entités de Bruxelles. Et ça, c'est très important de le préciser. Et puis, on peut citer la politique budgétaire, qui est aussi une compétence régalienne, qui fait l'objet d'un encadrement européen, il est vrai, mais ce sont des choix économiques et budgétaires spécifiques aux États, mais en aucune façon, on pourrait dire, on peut affirmer que notre budget est décidé à Bruxelles. Il est bien décidé chez nous, c'est aussi une politique régalienne. Cela relève des fonctions essentielles de l'État qui ne sont pas affectées par Bruxelles, si on peut le dire ainsi. Merci beaucoup Pierre-Yves. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci beaucoup.